Pierre était à se promener dans les bois, du côté de Saint-Éloi, quand ma dépêche est arrivée. Le facteur a couru après lui pour lui dire ce qu'il y avait dedans, sans la lui porter. Simplicité rustique de Rosporden. Alors, il est revenu chez lui 4 à 4. Sa belle chemise, la seule belle, était encore à sécher, dans le pré des vieux Ledeuf, lavée soigneusement pour le pardon de dimanche. Il a fallu que Marianne la repassât en 10 minutes comme une folle. Le petit Julien était dans une colère affreuse et poussait les hauts cris pendant l'opération. Enfin, Pierre a été habillé, paré et arrivé à la gare au dernier coup de la cloche du train. Seulement, il n'a pas pensé à dîner, il meurt de faim, et moi aussi qui n'ai pas dîné non plus. Tout est fermé et éteint dans Brest quand nous rentrons en ville. On entend la voix du veilleur de nuit qui chante le couvre-feu. En pensant à autre chose, nous nous perdons pour aller à l'hôtel dans ces vieilles rues de granit que nous savons pourtant par cœur. C'est très long de nous faire préparer à souper à l'hôtel. Nous sommes à table à minuit passé, et nous mangeons de bon appétit jusque vers 1 heure. Pierre, qui a repris chez lui ses coutumes de breton, et ne mange à Rosporden que du pain et des pommes de terre, de l'eau les jours de semaine et du cidre le dimanche. Pierre prétend qu'un peu de vin que je lui ai fait boire lui a tourné la tête. Il assure qu'il se sent un peu gris et que c'est ma faute. Samedi 21 août. Nous nous levons à 7 heures et nous circulons dans Brest. Il fait beau, presque du vrai soleil. Vers 8 heures, nous rallions l'embarquement sous le grand pont. Il y a là tous les canaux de l'escadre, ceux qui restent et ceux qui partent, et un monde fou sur le quai pour ce départ. Une quantité de gens, officiers ou matelots, viennent nous dire bonjour et nous serrer la main. Nous retrouvons une foule d'amis, nous connaissons tout ce monde, nous sommes fort populaires sur la place. On dit le départ retardé jusqu'à midi. Alors je pourrais sans doute revenir un moment à terre, et Pierre, qui reprend le train à 2 heures, restera jusqu'au dernier moment à m'attendre sur le quai. À 8 heures, je lui fais tout de même mes adieux à mon pauvre Pierre, et nos canots s'en vont. À bord, on dit bien qu'en effet, le retard est retardé jusqu'à midi ou 1 heure, mais par ordre de l'amiral, communication avec la terre défendue pour tout le monde, les vaguemestres exceptés. Et mon pauvre frère est là à m'attendre sur le quai, s'ennuyant bien sans doute sous la pluie qui commence à tomber, et ne comprenant guère pourquoi je ne viens pas. Au moins, j'éprouverai un soulagement quand il sera 2 heures. Je me dirai qu'il est parti en route pour Rosporden. Il ne sera plus là, tout près, m'attendant pour me dire adieu. 2 heures arrivent. À 2 heures 5 minutes, signal de l'amiral. Départ, Suffren et Friedland retardé jusqu'à demain matin. Que ne l'avez-vous dit quelques minutes plus tôt, vieille nullité imbécile? À présent, il est trop tard pour courir après mon frère et l'empêcher de partir. Le temps se met tout à fait à la pluie, à la pluie, à la pluie de Bretagne, fine et froide, tombant d'un ciel morne. La journée finit tristement, et pas de nouveaux ordres de départ. Dimanche 22 août. Encore pas d'ordre. Incertitude et attente tout le jour. Avec cela, un de ces temps d'hiver sombres, désolants. Un de ces demi-crépuscules du nord. Un de ces ciels gris tout d'une pièce qui vous glace et vous enveloppe comme d'un linceul. Pluie averse et continue, grande brise froide et mauvaise mer. Je garde le bord, j'ai froid au cœur. C'est pourtant ce dimanche, jour de pardon, que je m'étais représenté à l'avance, comme un beau jour de soleil d'été à passer sous les chênes de la chapelle de Saint-Éloi, à la fête bretonne au son du biniou. La pluie tombe et la mer est mauvaise. Pourtant, une quantité de pauvres vieilles bonnes femmes sont venues à bord dans des barques de pêcheurs, des mères de matelots qui viennent dire adieu à leurs fils. Elles sont toutes mouillées, les pauvres bretonnes, dans leurs beaux habits du dimanche qu'elles ont mis pour faire honneur à leurs fils. Leurs coiffes pointues sont tout déformées, et l'eau de mer a trempé leurs pauvres petits châles verts des grandes circonstances qui vont être perdues. Cela fait quelque chose au cœur de les voir, les pauvres bonnes femmes intrépides, pour venir voir leurs fils que l'ineptie des chefs maritimes ont consignés à bord. Lundi 23 août. Beau temps, je descends à terre. Pas d'ordre encore pour le départ, défense de s'éloigner. Impossible d'aller jusqu'à Rosporden.
mais sans nul doute nous ne partirons pas. J'écris donc à Pierre pour lui dire de venir encore demain, par le train de 5 heures, dîner et passer la soirée avec moi. À 3 heures, juste à temps pour empêcher Pierre de revenir, on nous communique l'ordre définitif de départ pour demain matin. La journée a rôdé dans Brest, sur le cours d'Ageot, et à l'aventure, ailleurs, il fait beau. Je ne m'ennuie plus dans Brest, j'ai des souvenirs et des recoins familiers sur les terrasses de granit qui dominent la mer. Après dîner, une belle soirée d'été pour les pays du Nord. Temps calme, la lune un peu voilée, éclairant la campagne de lueurs douces et mélancoliques. Ce soir, mes amis m'ennuient. Je passe mon temps seul, ramené par action réflexe, dans le jardin de la gare, parce que j'y suis venu souvent avec Pierre, parce qu'on y domine de très haut la grande rade triste, parce qu'on s'y sent au bon air au milieu de beaux arbustes frais, et aussi parce qu'il me semble que je suis là plus près de Rosporden. Ce soir, il fait très beau dans ce jardin, et j'y reste assis 2 heures sans ennui. Tout le monde est dehors par ces belles soirées d'été, plus rares dans ce pays qu'ailleurs. Il y a partout des rondes de petites filles qui dansent au clair de lune, comme dans mon pays au mois de mai. Ces vieux airs qu'elles chantent, nous n'irons plus au bois, ou bien la tour prend garde, me jette dans toutes sortes de rêveries d'autrefois. Et il me semble que tout cela est déjà bien loin, loin dans le passé, que je suis déjà très vieux. 11 heures. Les petites filles sont depuis longtemps parties se coucher. Je me suis levée aussi. J'ai fait le tour de recouvrance, passant devant la caserne de la marine et devant notre ancien logis près de la porte du Conquet. Quand je reviens au grand pont de Brest, prendre mon canot pour rentrer à bord, une brume épaisse commence à embrouiller les tours noires du vieux château et à faire pâlir la lune. À peine sommes-nous en rade qu'on ne voit plus rien. Le voile s'épaissit tellement qu'on ne voit plus d'un bout à l'autre du canot. Nous marchons longtemps à l'aviron en aveugle, dans une direction probable. Nous approchons. On entend les vaisseaux de l'escadre sonner du clairon pour se faire reconnaître. Nous tombons successivement sur plusieurs masses noires auxquelles nous demandons « Comment vous appelez-vous » Les factionnaires répondent « Suffrène, gauloise, surveillante ». Le Friedland est le dernier, le plus loin. Il est environ 1 heure du matin quand nous arrivons, tout trempé de brume et de rosée. Mardi 24 août, à 7 heures du matin, appareillé. Friedland, Suffren, Hirondelle. Par beau temps calme. En route pour une destination inconnue, du côté de l'Orient probablement. Les autres navires de l'escadre restent à Brest. Au large, il fait un temps doux, calme, sans nuages, sans un souffle de brise. Un de ces beaux temps bretons qui sont tranquilles et mélancoliques. La mer unie est d'un bleu pâle. L'air salin est frais et sans le varech. Il y a sur toute chose comme un voile de brume bleuâtre, très transparente et très terne. Les granits celtiques, les grandes falaises tristes peu à peu s'éloignent et s'effacent. Quand reverrai-je la Bretagne et mon frère Pierre? Je n'ai rien écrit depuis le jour où le Friedland a quitté Brest. Note. Le Friedland, un des navires de l'escadre internationale envoyé par les grandes puissances européennes pour intervenir en eaux monténégrines autrichiennes dans le conflit opposant aux Turcs les Monténégrins et le prince de Cetigné, réclamant la place de Dulcineo que le traité de Berlin 1878 leur avait donnée. Les Turcs refusaient de la quitter dans la mesure où cette décision avait été annulée par la conférence de Constantinople 1880. Finalement, le 26 novembre suivant, le Monténégro obtiendra gain de cause et l'escadre pourra repartir. Reprise. Je n'ai rien écrit depuis le jour où le Friedland a quitté Brest. Je me souviens du jour où nous avons perdu de vue les falaises de granit de la vieille Bretagne. Il faisait un beau temps calme, avec un ciel pâle, un jour d'été des pays du Nord. J'étais triste de m'éloigner de mon frère Pierre pour un temps que je ne pouvais prévoir. J'avais l'imagination tendue par cette destination dont on nous faisait mystère et qui semblait devoir être le Levant, la Turquie peut-être, Istanbul. L'escadre détachée, Suffren, Friedland, Hirondelle,
filait rapidement vers le sud. Bientôt le ciel changea. Nous retrouvâmes la chaleur et les bleus profonds de la mer et du ciel, les teintes pures des côtes de Portugal. Pendant toute cette traversée, je fis le service de lieutenant de vaisseau. Périlleux honneur avec le commandant qu'une mauvaise étoile nous a donné. Beaucoup de manœuvres de voile, les bonnettes à outrance, note, des voiles supplémentaires de beau temps par vent arrière. Les bonnettes à outrance, le vaisseau couvert de toile comme un voilier de commerce. Une grande scène avec le commandant, une grande engueulade maritime dont je me souviens. C'était le 27 août, vendredi, à la fin d'un quart de 4 à 8 du matin, à propos d'une bonnette basse qui s'était mal hissée. Dans l'après-midi du même jour, une vue féerique de l'entrée du Tage, des palais de Sintra et de Belém. Nous passâmes le détroit de Gibraltar dans la nuit du 28 au 29, à la fin de mon quart de 8 heures à minuit. Dans la Méditerranée jusqu'à Toulon, les bonnettes continuèrent à être pour les officiers de quart des pierres d'achoppement très dangereuses. Plusieurs scènes, engueulades variées pour chacun, nous avions toujours vent arrière. D'ailleurs, un temps splendide, les îles Baléares et les montagnes d'Andalousie, défilant avec des teintes admirables sous un ciel pur et profond. Nous arrivâmes à Toulon un matin à 11 heures. C'était le 1er septembre. Nous reçûmes l'ordre de compléter aux appontements nos provisions de route pour être parés à repartir. À Toulon, je trouvai les lettres ci-jointes. Saut de quelques lignes. Suite. 8 jours passés à Toulon par une chaleur terrible, du 1er au 9 septembre. Jousselin s'y trouve aussi, venu pour préparer l'appartement qu'il doit venir habiter aussitôt après son mariage. Il jouit des derniers jours de sa vie de garçon et vient habiter près de moi au Capharnaüm. Le Capharnaüm ou le phalanstère, autrement dit l'hôtel garni 36 rue de Bourbon déjà nommé dans ses notes. J'ai repris mon ancien logement qui donne sur les grands platanes de la place Saint-Pierre. J'emploie ces 8 jours à terminer le roman du Spahis, qui a été presque entièrement écrit dans cette même maison. C'est la nuit surtout que je travaille dans le Capharnaüm. Mes fenêtres ouvertes donnent sur les verdures touffues des platanes, le silence de la nuit mêlé de chants de matelots embordés. Jousselin, qui veille avec moi pour m'aider de ses conseils, s'emballe fréquemment dans ma littérature. Ses pages écrites soit en Afrique, soit au Capharnaüm, ont été composées dans une sorte d'état nerveux très fatigant, où il y avait de la vision et du sommeil. Généralement, vers 2 heures du matin, une promenade par les rues, coupée la veillée, qui dure jusqu'à 4 heures. C'est ainsi que je faisais en juin dernier, quand j'écrivais dans ce même Capharnaüm les premières pages du Spahis. J'aime assez les rues de Toulon à ces heures indues. Les grillons chantent dans tous les trous des murs. Des rats d'une grosseur invraisemblable se promènent par troupes, fouillant les ruisseaux et narguant les matous en maraude. On assiste à des scènes que les bourgeois rangés ne soupçonneront jamais. Et il fait si beau pendant ces nuits de Provence que ce vagabondage sur le coup de 2 heures a son charme. Départ de Toulon jeudi 9 septembre. Suffren, Friedland, Hirondelle. Le Spahis est fini et j'ai besoin de me reposer les nerfs au calme de la mer. Fais route pour l'Adriatique. Vendredi 10 septembre. Passé les Bouches de Bonifacio entre 7 et 8 heures. Le lendemain, à 8 heures du soir, aperçut la flamme du Stromboli. Passé près du volcan à 10 heures. Dimanche 12. Passé le détroit de Messine entre 6 et 7 heures du matin. Traverser le golfe de Tarente. 14 septembre, mardi. Au lever du soleil, les terres du Monténégro en vue. Quart de 4 heures à 8 heures du matin. De gros nuages d'orage pèsent sur toutes les montagnes. Des montagnes si hautes, si noires qu'on dirait les murailles d'un monde. Note. Page 189, 2 points. Si abrupte qu'on dirait un dessin de Gustave Doré poussé au fantastique. Reprise. On entend le roulement continu du tonnerre. Tout cela s'illumine au soleil levant de lueurs sanglantes, de rougeur, de feux de Bengale,
Il y a aussi des lueurs blêmes sous les voûtes sombres des nuages, des phosphorescences d'orage qui semblent rayonner autour de certains mornes noirs ou sortir de certaines déchirures profondes. On dirait les manifestations mystérieuses des puissances occultes de la terre. Cette apparition de la côte du Monténégro au soleil levant, par ce grand orage, est une des choses les plus fantastiques que j'ai vues de ma vie. À 11 heures, nous mouillons en rade de Gravosa, Raguse, au pied de montagnes admirables. Les escadres étrangères sont déjà réunies dans cette baie. Et alors commence cette vie, ce train de l'escadre internationale qui dure depuis 8 jours et menace de se prolonger bien longtemps. Les visites officielles, faites et rendues, les salves d'artillerie, les manœuvres d'ensemble, les grands dîners internationaux, grandes souleries politiques, méli-mélo invraisemblables, tout cela avec accompagnement d'articles et de croquis à faire pour les journaux, de courses, d'excursions dans le pays alentour, d'exercices innombrables, de branle-bas de combat, de fantasias de tout genre. En somme, une vie dévorante. Note pour le monde illustré. Note en bas de page, ce texte, à l'exception de la liste des navires, paraît dans le Monde illustré du 2 octobre sous le titre L'affaire de Dulcineo, en accompagnement du dessin, dans l'Adriatique, le prince héréditaire du Monténégro visitant la flotte. Il est signé Loti. Raguse, jeudi 16 septembre. Note, Raguse s'appelle aujourd'hui Dubrovnik. La division française, composée des vaisseaux cuirassés le Suffren et le Friedland, et la division française a rejoint mardi dernier l'escadre internationale dans la baie de Gravosa. Note, faubourg et port de la ville de Raguse. L'escadre internationale est maintenant au complet. Elle est réunie sous le commandement en chef de l'amiral anglais Sir Seymour. Voici les noms des bâtiments qui le composent. Premièrement, anglais, une liste. Français, Suffren, cuirassé, Friedland, cuirassé, Hirondelle, aviso. Autrichien, une liste. Italien, une liste. Russe, pareil. Prussien, Victoria, corvette, non cuirassé. La baie de Gravosa est grande et ouverte. Elle est dominée par de hautes montagnes abruptes où croissent des oliviers et des aloès. Il y fait pour le moment un temps splendide. Le village de Gravosa ne s'était jamais vu tant de mouvement ni tant de monde. Les canaux des escadres vont et viennent, et tout le jour sur la route de Raguse, les voitures circulent. Il y a 4 kilomètres environ entre Gravosa et Raguse. Le soir, sur cette route, beaucoup de monde. Une animation originale, les voitures, toutes les carrioles du pays réquisitionnées pour le service des officiers, les matelots se promenant par bandes en chantant, et tous les gens de Raguse se promenant aussi pour voir les marins passer. Une campagne pittoresque, des montagnes tapissées d'oliviers, des terrasses garnies de vignes, des villas à l'italienne, dans les jardins des orangers, des palmiers, des lauriers roses. Raguse semble un joyau précieux du Moyen Âge, épargné encore par le progrès moderne. Pas une construction neuve ne dépare cette ville d'autrefois. Des maisons, des palais rappelant l'architecture de Venise, des églises et des couvents autant que de maisons, sur les places une profusion de vieux petits monuments bizarres, de vieilles statues et de vieilles fontaines. Un corso, une grande rue large et droite bordée d'hôtels jadis somptueux, tout cela racontant l'opulence du passé, ayant un air solennel de ville morte, et à côté de petites ruelles aussi étroites, aussi roides, aussi impossibles que dans les casbahs arabes. De hautes montagnes de pierre grise, aux flancs dénudés, aux parois verticales dominent, surplombent tout cet ensemble, donnant à Raguse je ne sais quel air enfermé, muré et mystérieux. Dans les rues, un grand nombre de prêtres et de moines, des Autrichiennes en toilette au goût du jour, des Monténégrines portant le long paletot et le long voile blanc, la coiffure et le corsage, tout en paillettes de métal, des Monténégrins et des Dalmates, vêtus à la turque avec des vestes brodées d'or et des poignards à la ceinture. Ce n'est pas encore l'Orient, ce n'est déjà plus l'Italie. C'est quelque chose d'intermédiaire qui tient de l'un et de l'autre, et les soldats autrichiens, avec leurs têtes blondes et leurs uniformes germaniques,
détonne sur ce fond d'une si chaude couleur. L'hospitalité des Autrichiens est gracieuse et semble cordiale. Fête vénitienne en rade de Gravosa, concert dans les barques illuminées, bal à bord de la Custozza. On ne sait encore quelle destination attend l'escadre internationale, mais jusqu'à présent, et pour un spectateur non averti, cette réunion ressemble plus à une fête qu'à une manifestation de guerre. Note. Feuillet signé Loti. Lundi 20 septembre. Nous étions dans un lieu sauvage, très haut dans les montagnes. Sur une route en serpent qui domine les abîmes, nous passions très vite, emportés par deux vilains petits chevaux noirs et bourriffés qui filaient comme le vent. Le site était grandiose et terrible. L'air était vif. On sentait qu'on était très haut. Tout était sombre. Les cimes des gigantesques roches, grises, détachées sur des nuages noirs, avaient des airs sinistres, des aspects de désolation. En bas, les parois abruptes descendaient comme de grandes coulées de lave. Au-dessous de nous, tout se perdait dans la profondeur des précipices. La vitesse de nos chevaux nous faisait fouetter le vent dans la figure. À cette hauteur, ce vent était froid comme un souffle d'hiver. La frontière, dit tout à coup notre conducteur dalmate, en nous montrant un alignement de pierres grises pareil aux petits murs de granit des campagnes bretonnes. La route traversait ce petit mur, qui était la frontière d'Autriche. Nous le passâmes, toujours au grand trot, et mon compagnon de route, ôtant son chapeau, me dit « Loti, saluez la terre de Turquie !» Et je saluais, avec une émotion triste, la terre turque. Quand je l'ai quittée il y a 4 ans, la terre de Turquie, le cœur rempli d'angoisse et de regrets déchirants, quand je regardais disparaître Stamboul un soir de mars, dans les lointains de la mer de Marmara, je ne me serais pas imaginé y revenir ainsi, après 4 années, en étranger, comme furtivement, y revenir pour 1 heure, pour dire que j'y ai remis les pieds, y rentrer par un coin de la sombre Herzégovine, en passant par un chemin perdu de montagne. À Karina, le premier poste de l'Herzégovine, nous nous arrêtâmes. Un hameau de frontière, sorte de caravansérail misérable de contrebandiers, perché là-haut au milieu de la nudité désolée d'un pays de pierres grises. Nous entrâmes dans un bourg isolé, une sorte de café turc de Han, note, Han, la maison en turc, ici hôtellerie. Une sorte de café turc de Han, enfumé et noir, où étaient assis des gens à mine de bandits, des rayas, note, slaves, paysans, artisans, sujets civils du sultan assujettis à l'impôt, des rayas, slaves, qui portaient le costume de l'Orient, mais qui n'entendaient pas la langue de l'islam. On alluma du feu par terre pour nous préparer le café, pendant que nos chevaux soufflaient à la porte. Il faisait un vent froid qu'on entendait gémir dehors. Un des hommes qui était là prit une gusla, note, un instrument à cordes populaire dans les Balkans, prit une gusla pendue à la muraille et se mit à jouer un air de Stamboul. J'avais vu passer sur la route 2 hommes qui marchaient d'un pas rapide et cadencé comme des voyageurs qui font une étape. L'un d'eux était habillé en hamal, note, portefaix en turc. Ils n'étaient pas des rayas slaves, ceux-là. Ils devaient être de vrais Turcs et pouvoir me comprendre. J'étais comme entraînée pour aller à eux. Et puis, je me trouvais ridicule et demeurai sur place. Mais au bout de 10 minutes, je pris ma course pour les rejoindre. Ils étaient loin déjà, ils marchaient vite, il fallut beaucoup courir pour les rattraper. Ils étaient hors de vue de Karina, derrière des pans de rochers. M'entendant courir derrière eux, ils se retournèrent. Siz Osmanli? Demandai-je. Êtes-vous Osmanli? Eux me regardaient étonnés. Cet homme habillé en Européen, qui était tout seul sur cette route, qui parlait leur langue, et qui les abordait courant comme un fou, ils ne comprenaient pas très bien. Oui, dirent-ils, nous sommes Osmanli, mais que nous veux-tu? Je leur répondis que je ne le savais pas trop moi-même ce que je leur voulais, que j'aimais les Osmanlis et leur pays, que je n'en avais pas vu depuis longtemps,
et qu'alors, les ayant reconnus au passage, j'avais couru après eux, pour le seul plaisir de les entendre et de leur parler. L'ouléma me prit la main, nous nous mîmes à causer de Stamboul, et tout de suite, la glace fut rompue. Lui était venu en Herzégovine pendant la guerre, il était un ouléma de la Souleymaniye, note, la mosquée de Suleiman, ou Soliman le Magnifique, Souleymaniye Kamili à Istanbul. Il était un ouléma de la Souleymaniye, de la grande mosquée. Et là, dans cette solitude, dans ce lieu désolé, en les écoutant, je voyais là-bas, dans les lointains de l'horizon, derrière les chaînes des montagnes sombres, flamboyer Istanbul. Je revoyais la grande mosquée et le quartier de Mehmed Fatih, note où habitait Hadidje, Aziadeh, et la rue déserte avec les fenêtres grillées du harem de son maître, et les cyprès noirs d'Eyoub, et notre logis mystérieux, tendu de soie d'Orient, sentant une douce odeur d'ambre, et elle assise sur le tapis bleu et rose, à la tombée d'une nuit d'hiver, me regardant, avec son expression qui n'était plus de la terre. Bak loti, kaç tane parmak burada var, senile, note, voir journal, regarde Loti et dis-moi combien de doigts il y a. Tout un passé mort qui revivait à la voix de ces deux hommes, dans une lueur de rêve, pour s'effacer comme après une vision, sans retourner dans l'éternelle nuit. Il fallait vite remonter en voiture avec mon compagnon de route, officier du Friedland, que j'avais entraîné dans cette expédition à la frontière. À peine avions-nous eu le temps de mettre le pied sur le sol turc. Avant la nuit, il fallait se dépêcher de sortir des chemins de la montagne. Nos petits chevaux noirs se mirent à redescendre à toute vitesse. Entraînant notre carriole sur les pentes rapides au milieu des grands rochers mornes, nous repassâmes le petit mur de pierre grise qui sépare la terre turque de la Dalmatie. Et à mesure que nous descendions, le pays redevenait moins sombre. Au-dessous de nous, des vallées boisées, des oliviers, des cyprès. Les villages pittoresques perchés sur les roches. Bergano, Canales, Breunez. Tout devenait de plus en plus riant et plus vert. Et nous découvrîmes les horizons bleus de la mer. La route de Cattaro, note. Aujourd'hui, Kotor, au sud de Raguse. La route de Cattaro comme un long serpent au flanc des montagnes. Nous rencontrions des groupes de paysans dalmates en costume oriental, menant des mulets et des chevaux, des monténégrins, brodés d'or, des monténégrines, en longs voiles blancs. Nous suivions une route admirable dominant de haut la mer, quelque chose comme la célèbre route de la Corniche de Nice, en plus grandiose et en plus sauvage. Accrochés aux grands rochers, il y avait des myrtes, des oliviers, des aloès, des tapis de grandes campanules violettes et de bruyères roses. Tout avait des teintes chaudes, des couleurs italiennes, des nuances admirables. L'air était tiède et parfumé. Et bientôt nous vîmes paraître une vieille ville dorée par le couchant, des églises, des tours, de hautes citadelles d'autrefois, baignant leurs pieds dans l'eau bleue de l'Adriatique. Nous entrâmes dans ces murs par un pont-levis du Moyen Âge. C'était Raguse. Ce rêve sombre de Stamboul était resté derrière nous dans les hautes montagnes et s'était évanoui. Gravosa, Raguse, 24 septembre. 2 heures du matin. La paix profonde, le recueillement intime du quart de minuit à 4 heures. Les instants les plus mélancoliques et les plus charmants de notre métier de marin. Dans le silence, dans le calme de ces veilles, la pensée dégagée de tout plane, comme dans une sorte de rêve, sur toutes les choses de ce monde. Nous voici à Raguse, pays nouveau, situation imprévue. Nous voici faisant partie d'une escadre européenne comme il n'en avait jamais existé. 2 heures du matin. La lune éclaire une baie admirable, où l'eau sommeille, immobile. Elle jette des clartés roses aux grands rochers, et découpe avec des ombres nettes les reliefs des hautes montagnes suspendues au-dessus des eaux. L'air de la nuit est tiède, et la terre envoie des senteurs de myrte. On dirait des paysages de rêve. Toutes ces masses noires qui semblent des monstres endormis sur le miroir de la mer, ce sont les cuirassés,
C'est l'escadre internationale qui occupe tant les gens politiques dans tous les cabinets d'Europe. Ils dorment, les cuirassés. Toutes les demi-heures, quand les cloches sonnent, on entend sur des intonations différentes le cri somnolent des vigies, qui se répondent dans toutes les langues. Et tout retombe après, dans le silence absolu. On dit que nous allons à Dulcineo, note au sud de Raguse, à la frontière avec l'Albanie, que nous serons logés à terre dans les forts ou campés avec les compagnies de débarquement de l'escadre. Et j'entrevois une casemate blanche, un petit logis dans la vieille forteresse turque de Dulcino, où je passerai l'automne avec mes matelots. Il y aura des coups de fusil peut-être et de l'imprévu. Il est vrai que s'il faut tirer sur les pauvres Turcs, cela me sera dur, et je serai capable de passer à l'ennemi. Mais cette attente de Dulcineo me charme malgré tout. Le quart, de minuit à 4 heures, la tranquillité délicieuse du milieu de la nuit sur l'eau tiède et calme de cette baie de Gravosa, où le hasard nous a amenés. Dans ce pays, on est grisé d'air pur, de soleil, de ciel bleu, de verdure chaude, de contemplation de montagnes. La campagne sent bon, les bois sont admirables, les villages pittoresques, les costumes aussi jolis qu'en Orient, et tout ce qu'on voit est un plaisir pour les yeux. La matinée passée dans ce lieu délicieux qui s'appelle l'Ombla, l'Égade ou l'escadre prend chaque jour sa provision d'eau douce. Dans un recoin plein d'ombre et de fleurs, une fraîche rivière sort de la montagne. Et cette eau exquise, où viennent se baigner les joncs, les arbres, les fougères, et cette même Trebinitsa que j'ai vue là-bas en Herzégovine, de l'autre côté des montagnes, couler comme une eau morte dans une plaine de pierre avec un aspect lugubre de rivière de rêve. L'automne est la saison charmante dans ces pays méditerranéens. Tout est soleil et lumière. Et les beaux fruits, les pêches et les raisins dorés, et les grenades rouges et les figues sucrées, et les belles fleurs qu'on ramasse dans la montagne, et les gerbes de roses qu'on cueille dans les jardins. Quelque chose de troublant est dans l'air et dans les senteurs de ce pays. On s'attarde de loin à regarder les jeunes filles brunes qui paraissent au balcon de Raguse, ou les filles qui descendent de l'Herzégovine en bonnet rouge et en corsage de métal. Mon pauvre Pierre, rappelé au service et envoyé à Toulon, note, feuillet non daté comme beaucoup d'autres de cette partie du journal. C'est ce que nous avions désiré tous deux, et ce que j'avais demandé pour lui au ministère, mais c'est égal, j'aimais mieux le savoir à Rosporden. La guerre menace, et si nous partons pour Dulcineo, qui sait où on l'enverra lui, et quand nous nous reverrons. Carina, quand ici, sous ce chaud soleil, au milieu de cette verdure, je songe à ce petit pays de Carina, il me fait l'effet d'un lieu sombre et fantastique. Un pauvre hameau de frontière perché là-haut sur la route de l'Herzégovine, au milieu de ces solitudes de pierre, là où s'arrêtent les nuages noirs, si haut que l'air vif est déjà froid. C'est le charme de la Turquie, un je ne sais quoi impossible à définir qui m'attire vers ce lieu. 3 ou 4 heures à cheval pour s'y rendre, et dès que j'ai une après-midi de libre, j'y cours. J'ai déjà des amis là-haut plus ou moins contrebandiers ou brigands. Une espèce de âne, 2 petites cases de pierre bâties comme une forteresse, et noire et triste, avec un feu allumé au milieu par terre. On s'assied sur de la paille pour boire du café dans les petites tasses bleues de l'Orient. Et là, on parle la langue de l'islam, on entend des chansons de Stamboul ou des sons plaintifs de Gusla, mais que c'est sombre et désolé ce lieu, et que les gens y ont la mine farouche. Encore à Karina aujourd'hui. Ce matin, j'avais quitté le Friedland, emmenant mon matelot Vial, qui parle mieux que moi l'italien, pour me servir d'interprète à Canales et à Brenes que je comptais visiter. Et puis, à mi-chemin, je changeai d'idée et pris à droite la route qui monte dans les rochers. Bientôt, nous nous trouvâmes dans la région des pierres.
En arrivant là-haut, en entrant dans le âne sinistre, le pauvre Vial, l'air saisi et effrayé, m'écoutait parler cette langue inconnue, regardait ce lieu triste où soufflait un vent glacial, et ces gens étrangers qui me disaient bonjour. Moi, j'étais frappée de son étonnement, et pour la première fois de ma vie peut-être, j'avais conscience et je m'inquiétais d'être un garçon extravagant, ne ressemblant à personne. Il faisait grand jour encore quand nous fûmes de retour à Raguse, et nous nous promenâmes jusqu'à la nuit close, dans ces campagnes tièdes embaumées de lauriers roses et d'orangers. Dîner à Raguse, rentrer à bord tard, rapportant un kandjar, note, en Turquie et surtout en Albanie, poignard à longue lame effilée, avec un dos convexe et un pommeau ailé. De l'arabe kudjar. Reprise, rapportant un kandjar turc à lame de Mostar. Rentré à bord ce soir à 10 heures, revenant de l'expédition à Trébigne. Note. Voyage raconté dans Fleurs d'ennui, le premier des 4 textes qui composent le volume Fleurs d'ennui. Revenant de l'expédition à Trébigne, capitale de l'Herzégovine. Le courrier de France était arrivé en mon absence, et je trouvais cette lettre de faire-part qui m'attendait. La mort d'Emma. Pauvre femme, pour quel pays inconnu s'en est-elle allée? Cela me rend triste ce départ, cette mort de la pauvre repentie, qui certes m'avait bien aimée. Au printemps dernier encore, elle m'avait reçu chez elle, chez son mari. J'étais le seul de ses amis d'autrefois avec qui elle fut restée en relation. Il avait fallu accepter de déjeuner chez eux, un petit déjeuner fin qu'il m'avait offert. Heureuse selon le monde, adorée de son mari, respectée à présent, vivant dans une large aisance, presque avec luxe, elle se mourait d'ennui. Son passé la dévorait. Elle me disait, quand je suis seule dans mon salon, je vois des fantômes autour de moi. Quelquefois, le soir, je vois tant de figures horribles derrière les meubles que je crie et je m'évanouis. Elle était toujours aussi jolie, elle avait toujours l'air d'une jeune femme, seulement ses cheveux étaient devenus blancs. 25 septembre, samedi. Il y a des situations qui n'ont rien de particulier et qui vous restent, on ne sait pourquoi, dans la mémoire. Ainsi, ce matin, où j'étais tout en haut, au point culminant des montagnes, note, cette page fait partie du voyage à Trébigne de Fleurs d'ennui. Reprise. Au point culminant des montagnes, de l'autre côté de la frontière, en compagnie d'une chèvre noire. Du côté de l'ouest, de gigantesques éboulements de pierre dévalaient vers la Dalmatie qu'on devinait là-bas tout au loin, au bout de cette tourmente de rochers, dans des profondeurs d'abîme. Du côté de l'Orient, la vue planait à vol d'oiseau sur la sombre Herzégovine. Il faisait froid à ces hauteurs. On respirait le grand air pur des espaces sans bornes. Le soleil qui venait de se lever mettait partout de grandes oppositions de lumière et d'ombre, dans ce chaos de pierre au milieu duquel j'étais et où on ne voyait nulle part aucune verdure. Ayant grand faim, j'avais pour mon déjeuner 2 ou 3 poignées de figues dorées, recuites au soleil, que je partageais avec la chèvre noire. Et la chèvre effrontée, l'air cabri et lutin, avec une mèche retombant sur le museau à la capoule, ne se contentait pas des figues que je lui donnais. Elle se tenait tout debout et sautait pour me disputer jusque dans ma bouche celle que je gardais pour moi. Quel sombre pays l'Herzégovine! D'abord on descend dans des solitudes de pierre qui font songer au pays de lune, point d'ombre, point de verdure, des régions uniformément grises, des lacs, des mers de pierre, de grandes coulées toutes unies, et puis des boules, des montagnes, toujours de pierre grise, par-ci, par-là, de petites bruyères à fleurs blanches, ou des tapis de cyclamènes roses, et en l'air, au-dessus de cette désolation, des hiboux qui tournaient sans bruit. Une rivière, la Trebinitsa, qui fait penser au Styx, coulant dans un lit de pierre au milieu d'une plaine de pierre, sans faire naître sur ses bords aucune végétation, comme si son limon était maudit, et puis qui s'engouffre
et disparaît sous terre. En avançant encore dans ce pays, on arrive à la région des arbres. Des broussailles rabougries d'abord, et puis ensuite des forêts. Des forêts comme on n'en voit que dans ce pays, toutes hérissées d'aiguilles de pierre. Entre chaque arbre, une pointe qui se dresse comme un autre arbre pétrifié. De loin en loin, des petits hameaux effondrés et brûlés par 5 années d'une guerre d'extermination. Des montagnards armés jusqu'aux dents, sortant des ruines de leurs maisons et regardant d'un air de méfiance toute carriole passée. Après les forêts, une plaine et le pays change. Des peupliers, des champs, des blés, des cultures du Nord, tout cela triste, abandonné, dévasté. Et la vieille capitale apparaît, nid de hibou avec son minaret dépassant ses murailles grises, vieux rempart, vieille porte à pont-levis, avec des touffes de campanules étalant partout sur les pierres leurs belles fleurs fraîches. Un fantôme de ville, les restes d'un bazar d'Orient, où je retrouve encore le langage de Stamboul, tout le quartier musulman en ruine, brûlé, abandonné. Accroupis dans la mosquée, quelques pauvres Turcs, les vieillards qui sont restés, marmottent encore les prières de Mahomet. La nouvelle garnison autrichienne, logée au hasard dans ces débris de ville, dans une masure, une espèce de table d'hôte, très comique, où l'on parle allemand, et un Turc, qui n'a pas voulu s'en aller celui-là, un des anciens riches, ayant fait entourer sa maison et ses richesses d'un grand mur de 20 pieds de haut, épais comme un rempart, avec rien qu'un petit trou pour entrer. J'aurais aimé y vivre là-dedans. Ce Turc et moi, nous étions faits pour nous entendre. Comme la chaude Dalmatie paraît riante et belle quand on revient de ce pays fantastique. Raguse, 25 septembre, italique, une lettre. Mon Ninet, je trouve bien étonnant que ta maman ne m'ait point écrit. Beaucoup sur une lettre cependant, pour le petit service que je lui avais demandé. Ce ne serait pas joli de sa part, si elle n'avait pas voulu faire cela pour moi, tu pourras le lui dire. Je sais par Jousselin que mon manuscrit est arrivé à Paris, remis à mon éditeur et payé comptant. Mais de lettre de madame Bory, aucune. Figure-toi que je rentre d'une expédition bien loin, au-delà de la frontière d'Autriche, dans un pays très sauvage qui s'appelle Herzégovine. Comme tu n'es pas très forte en géographie, tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Représente-toi la mer de pierre, s'étendant à perte de vue à l'infini, unie dans certains endroits comme à la Roche-Courbon, et, dans d'autres, soulevée par des vagues qui se suivent pendant des lieues et des lieues. Et puis des chaînes de montagnes, plus hautes que tu n'en as jamais vues, et toujours faites des mêmes pierres grises, tout un pays de la même couleur. Et dans les petits trous des pierres, de fines bruyères blanches et des tapis de cyclamène rose. Trébingne, qui est la capitale du pays, est une forteresse turque du Moyen Âge, presque tout en ruine depuis la dernière guerre. Nous y avons encore trouvé, accroupis dans les mosquées ou dans les coins des rues, quelques pauvres Turcs qui étaient restés et auxquels j'ai pu acheter de vieilles choses drôles pour ma chambre. Maman m'écrit que tu es allé passer quelques jours à Rochefort, mais qu'elles n'ont pas voulu te suivre, les deux pauvres vieilles, ce dont je ne suis pas du tout content. Je leur écris que j'aime mieux qu'elles ne louent pas la maison et qu'elles se reposent un peu. Nous partons après-demain pour la côte d'Albanie. Il faudra m'écrire à présent par Brindisi, Italie, aux soins du consul de France. Adieu, mon Ninet. Je t'envoie une fleur de cyclamène de l'Herzégovine. Embrasse pour moi tes bons parents. Et Mimi, Mémé, point d'interrogation. Je t'embrasse bien fort, Julien. Suite à Madame E. Adam. Madame, je reçois à l'instant par un courrier de nuit, votre lettre qui me jette dans une perplexité bien grande. Le roman de Spahi appartient à Monsieur Kalman Levy. La veille du jour où j'ai eu l'honneur de vous être présenté, j'avais déjà signé avec lui un traité de 6 ans.
J'avais signé par inexpérience, par ennui de discuter mes propres intérêts, ce traité onéreux que je regrette si fort aujourd'hui. C'était avant le succès affirmé du mariage de Lottie, avant les articles élogieux de journaux. J'étais persuadée que vous le saviez. Comment aurais-je pu supposer que M. Kalman Levy, qui a dû souvent vous parler de moi, vous avait tenu secret notre traité? Je sais bien, madame, que je dois à votre influence le succès de mon premier livre. Je sais surtout que vous avez bien voulu me rendre un service inoubliable et que je vous suis entièrement dévoué et reconnaissant. Rien ne pouvait m'être plus pénible que de vous causer un mécompte. J'ai l'air d'avoir été indélicat et ingrat, mais vraiment je n'ai été qu'étourdi, et j'en suis plus désolé que je ne puis le dire. Vous seriez infiniment bonne, madame, si vous vouliez bien m'écrire encore quelques mots, me dire au moins que je n'ai pas perdu pour cela votre bienveillance, à laquelle j'attachais tant de prix. Julien Viau. Dimanche 3 octobre. Demain de grand matin, nous quittons Raguse, nous et toute l'escadre européenne, pour aller à Cattaro d'abord, peut-être à Dulcino ensuite. Peut-être allons-nous commencer à agir par la force et perpétrer l'iniquité projetée contre les pauvres Turcs. Aujourd'hui, la dernière journée passée à circuler dans Raguse. On y avait lâché des matelots de tous les navires de l'escadre, et la veille avait été un jour de paye. Jamais la ville de Raguse n'avait entendu pareil vacarme dans ces rues du Moyen Âge. Tout était sans dessus-dessous dans les maisons à boire. De 9 à 10 heures ce soir, j'étais resté assis dans les myrtes, près de la route, à mi-chemin entre Raguse et Gravosa, rêvant à un tas de choses au beau clair de lune. L'air était tiède et délicieux. Le silence de la nuit, le chant des cigales était troublé de temps en temps par ces bandes de matelots qui passaient, revenant à Gravosa, chantant en différentes langues les chansons de leur pays. Les plus drôles, assurément, furent 4 Russes, effroyablement gris, portant une chose informe qui était un collègue ivre-mort. Ils en avaient le plus grand soin. Seulement, comme ils étaient fatigués de l'avoir apporté de Raguse, tous les 100 mètres, ils le mettaient par terre et s'asseyaient dessus pour se reposer. Et puis, ils reprenaient leur route sur l'air d'un cantique slave. Les derniers passèrent une dizaine d'Autrichiens, gais, bon enfant, avec de jolies figures et chantant une chanson charmante. Ils me virent, ceux-ci, et s'arrêtèrent pour ouvrir un pari sur la nationalité à laquelle je pouvais bien appartenir. Puis l'un d'eux, ôtant son bonnet, s'avança avec 1000 grâces, me priant de leur faire faveur de leur apprendre. Je répondis que j'étais français. Alors ce fut un enthousiasme. Ils vinrent tous me serrer la main et se retirèrent avec toutes sortes d'excuses pour m'avoir dérangé. Si j'avais eu la fantaisie de me dire italien, ils m'auraient rossé de coups probablement. Et cependant, c'était en italien qu'avait lieu leur conversation. Ils étaient dalmates, et cette langue des ennemis était aussi la leur. Lundi 4 octobre, lendemain. À 5 heures du matin, la division française appareille de Gravosa pour Cattaro. À 11 heures, nous entrons dans les bouches de Cattaro, note bouche de Kotor, suivi de près par la division autrichienne. L'entrée du golfe de Cattaro, un des sites les plus admirables qu'il y ait au monde. Une baie fermée, comme un grand lac tranquille. Tout autour, de sombres montagnes, hautes, abruptes, tapissées d'épaisses verdures. Et partout, perchés au hasard dans les bois sur les sommets les plus ardus, de vieux petits villages d'autrefois, de vieux couvents, de vieilles églises. J'ai dit que c'est le musée de Cluny de l'Europe. On dirait des dessins de Gustave Doré, poussés au sombre et au fantastique. Il y a des gorges si profondes et si noires, des lumières si vives, des ombres si intenses, une telle puissance de couleur, que cela n'est plus vraisemblable. Et derrière toutes ces cimes boisées, derrière, et plus haut que tout cela, comme un fond noir dantesque, sinistre, les grands mornes du Monténégro,
calcinés, ravinés par le feu du monde primitif, et restés là, tels quels, avec leur couleur de braise éteinte, dressant dans l'air de vertigineuses murailles de pierre et se perdant tout en haut dans les nuages. Il y a tant de choses en l'air, on en voit tant et tant partout au-dessus de sa tête, des villages, des bois, des rochers dans le ciel, que cela donne la sensation d'un chavirement des choses, d'un renversement des plans de perspective, d'un retournement du monde. Mouillés dans la baie de San Théodo à 1h30. Les Autrichiens mouillent après nous. La division anglaise et la division russe sont déjà au mouillage, arrivées depuis la veille. Mardi 5 octobre. Passer la journée au village de Castelnuovo, à 2 heures de canot du mouillage. Dans l'après-midi, les divisions italiennes et allemandes arrivent de Raguse. L'escadre internationale se retrouve au complet. Il paraît probable que nous ferons long séjour à Cattaro, que nous y passerons l'hiver peut-être, en attendant la solution des questions d'Albanie, de Grèce et d'Arménie. Castelnuovo, un vieux petit village dalmate. Une grande citadelle du Moyen Âge en ruine, tombant par blocs dans la mer. Des orangers, des lauriers roses dans les jardins, des palmiers, des aloès. Dans les petites rues du village, de beaux costumes dalmates et de vieilles armes. Au-dessus de tout cela, toujours les étonnantes cimes de pierre, au milieu desquelles se promènent d'étranges petits nuages, qui ont l'air de houppes en ouate grise, se promenant sur des murailles noires. Mercredi 6 octobre. Le petit prince héritier du Monténégro descend de ces montagnes pour faire visite à l'escadre. Il est bien joli, ce petit prince de 10 ans, qu'on a habillé pour nous le présenter d'un costume oriental tout chamarré d'or. On lui rend les honneurs souverains, les escadres pavoisées tirant le canon. Il a l'air pensif et grave, ce joli petit prince de féerie. Il regarde avec ses grands yeux noirs cette fête qu'on lui donne, unique dans sa vie sans doute. L'Europe ne se dérangera pas une seconde fois pour lui en offrir une semblable. Après-midi, l'archiduc d'Autriche rend visite au Friedland. Jeudi 7. Encore le canon et le grand pavois pour le petit prince Danilo qui s'en retourne dans ses montagnes. Couru les bois tout l'après-midi. Les bois sont pleins de mystères, de grenadiers et de lauriers roses. Vendredi 8, samedi 9, pris le service de lieutenant de vaisseau. À 11 heures, départ en canot à vapeur pour Cattaro. Quand on a contourné la montagne qui semble fermer cette grande baie où l'escadre est mouillée, on en découvre une plus profonde, plus grandiose, plus mystérieuse, un grand lac étrange, tout au fond duquel est Cattaro. Les montagnes, plus hautes encore, plus fantastiques. On en est oppressé, on en a le vertige. L'eau calme semble dormir. Elle a l'immobilité des lacs souterrains, au pied de ces masses terribles. Elle est comme un grand miroir, reflétant dans des profondeurs infinies toutes sortes de grandes images renversées. D'un côté, sur la rive de droite, tout est d'un vert admirable. Les forêts tapissent les pentes abruptes, les oliviers noirs se mêlent par bouquets aux verdures dorées de l'automne. Il y a de vieux petits villages et de vieilles églises perchées comme à plaisir sur les cimes les plus pointues ou cachées dans les vallées sous les grands chênes. Sur l'autre rive, c'est par contraste une grande image de désolation. L'éternelle pierre grise de l'Herzégovine et du Monténégro. Des murailles cyclopéennes allant se perdre dans l'air, ravinées, calcinées par le feu du monde primitif, une image figée des premières tourmentes cosmiques, un souvenir du chaos.
Dimanche 10 octobre. Cattaro. Jour de grand service. Quart de midi à 4 heures, en remplacement de Bergevin qui est malade, perclus. Dans l'après-midi, reçu une lettre de Rochefort annonçant que sa femme, Madame Bergevin, vient habiter avec ma mère. Temps splendide d'automne. L'escadre internationale, posée tranquillement comme sur les eaux d'un grand lac, tout autour de hautes montagnes abruptes, couvertes de forêts, de champs d'oliviers et d'orangers qui ont bonne odeur, et au loin, plus haut encore que tout cela, le Monténégro, ces gigantesques montagnes de pierre noire, dans les gorges desquelles dorment des orages, des amoncellements de nuages sombres, tout cela immobile dans l'air comme un cataclysme figé qu'une main terrible aurait suspendu dans le vide. Des Monténégrins sont descendus de leurs montagnes pour visiter l'escadre. Il en vient plusieurs barques pleines. Ils ont des mines farouches et de magnifiques costumes de velours brodé d'or. Il vient aussi un Turc avec un chargement de vieilles armes précieuses qu'il a ramassées sans doute sur des champs de bataille et qu'il veut nous vendre. Je sers d'interprète à tout le bord et fais de bonnes affaires. Le soir, au coucher du soleil, tout est doré. Les tourmentes de pierre du Monténégro et ses éternels nuages noirs prennent des teintes d'un rouge sombre, puis d'un violet profond. Tout cela s'éteint. On ne voit plus en l'air que de lointaines silhouettes, prodigieuses de hardiesse et de hauteur. Et quand la nuit est venue, je descends à terre en pleine campagne, dans la brousse, dans les bois. Je passe devant une auberge isolée où soupent des bateliers. Je grimpe par un sentier de chèvres déjà connu. J'arrive jusqu'à un petit village perdu de montagne. Un petit mur tapissé de cyclamènes roses, un bois de grenadiers et d'oliviers. Là m'attend une petite fille, habitée en monténégrine, pauvre petite fille de la campagne, gardeuse de chèvres, qui vient s'asseoir près de moi, en toute innocence, en toute candeur de petite sauvage. Elle me raconte des choses enfantines, dans un italien mêlé de mots slaves, et puis se sauve, chaque soir, quand d'une chaumière voisine une grosse voix l'appelle. Mathéa, Mathéa! Mathéa Ivanovitch s'en va coucher ses chèvres et puis se coucher aussi. Note. Ces rencontres avec Mathéa donneront le récit Pasquala Ivanovitch, publié anonymement dans Le Temps en octobre 1881 et repris dans Fleurs d'ennui. Lundi 11 octobre. Quart de 8 heures à midi. Grande manœuvre du matin suivie de Grandiosa baruffa. Note, grande bagarre en italien. Monsieur C reprend le service. Compliment pour ma manœuvre. À midi, départ pour Cattaro. 2 heures de route en canot à vapeur. Le temps très couvert, très sombre, avec un peu de pluie d'orage. Les gigantesques amoncellements de pierres grises qui surplombent la mer ont des aspects sinistres sous ce ciel sans soleil. Cattaro a l'air plus écrasé que jamais, sous toutes ces masses cyclopéennes. Les vieilles églises, les vieux clochers, les vieilles murailles, tout cela semble des constructions microscopiques de Lilliputiens, sur lesquelles vont s'effondrer de formidables murailles bâties par des géants. Une grande affluence de peuple sur les quais de Cattaro, toutes sortes de bizarreries de costumes. Plusieurs Turcs sont descendus du Monténégro, avec des chargements de vieilles armes, des pistolets d'argent, de lames damasquinées, d'yatagans précieux. Tout cela est destiné à être vendu à l'escadre internationale. Je sers d'interprète à des officiers français, à des Anglais, et même, que Mahomet me pardonne, à des Russes. Je fais toutes sortes de brocantages au milieu d'un grand cercle de monde. Retour à bord du Friedland, dans la baie de San Théodo, à 6 heures du soir. Dîner et changer de costume à la hâte, pour aller rejoindre à la nuit Mathéa Yanovitch dans le bois d'olivier. Mathéa Yanovitch reste d'abord longtemps étendue sur la mousse, la tête sur mes genoux, faisant semblant de dormir. Et je sens son cœur battre très fort sous ma main. Et je vois qu'elle ne dort pas. Je lui parle tout doucement en italien et elle répond en slave par mots entrecoupés, comme quelqu'un de mal éveillé. Mathéa Yanovitch, en comptant sur ses doigts, dit qu'elle a 18 ans. C'est tout au plus. Elle a une voix d'enfant.
Elle a dû avoir plus d'une aventure avec les bergers de la montagne. Sa tête est très jeune, mais son corps brûle, et certes, elle l'a déjà livré. Elle est un mélange d'effronterie enfantine et de naïveté sauvage. Elle est bien belle, et sa taille est comme celle d'une statue. Elle sent le foin fauché, l'étable, le serpolet de la montagne, et aussi un peu les moutons qu'elle garde. Au grand jour, son voile blanc et son corsage rouge paraîtraient éraillés, fanés, salis par la terre des chemins. La nuit, tout cela est joli, tout cela sent bon les herbes et la campagne. Quand elle remue la tête, on entend un petit bruit de pastilles de cuivre, à cause des bijoux grossiers, des agrafes qui tiennent son voile blanc au drap rouge de son béret de monténégrine. On est bien dans ce bois d'olivier. Par terre, il y a de la mousse sèche, du lichen, des feuilles mortes qui craquent. On domine de haut la mer, l'escadre internationale d'où arrivent des bruits lointains de fifres, de tambours, de cloches, de musique russe, d'hymnes autrichiens, de gigs anglaises, de chants de matelots dans toutes les langues. Tout cela se confond dans le lointain, se mêle aux chants de tous les grillons de la montagne. Quelle paix dans ce bois! C'est étrange de penser qu'en bas, sur tous ces bateaux, la situation est tendue à l'excès, que c'est la guerre qui couve, une guerre générale peut-être, un grand conflit de toute l'Europe. Quel calme, quelle tranquillité dans ce bois. Les oliviers découpent sur le ciel étoilé leur feuillage ténu, comme une fine dentelle noire. La terre sent bon, les grillons chantent, le cœur de Matea Yanovitch bat toujours très fort contre ma main. Ces mots slaves qu'elle me dit, et que je commence un peu à comprendre, je ne les avais jamais entendus. Je n'étais pas encore venue dans ce coin de la terre. Tout cela est nouveau pour moi. Et comme je sens que je suis jeune, jeune, très jeune encore, malgré ce passé de 30 ans, ce passé si lourd qui est derrière moi.